Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au Salon Sian Industrie, le salon des industriels du Grand Sud, pour parler d'hydrogène autour d'une table ronde composée de différents invités que je vais vous présenter de suite. Donc nous avons Madame Agnès Plagneux-Bertrand, qui est adjointe au maire de la ville de Toulouse, en charge des relations des acteurs économiques, et également vice-présidente de Toulouse Métropole pour l'industrie et l'économie productive. À sa gauche, nous avons Benjamin Fèvre de la région Occitanie, animateur de la filière hydrogène. Michel Bossy, vice-président de la CCI Occitanie et président de la CCI du Tarn. À sa gauche, monsieur Éric Balevier, directeur commercial et marketing de la société Safra. Paulino Lopez de la société Life, business developer, producteur d'hydrogène vert. Et puis, nous avons Alain Fontaine, directeur technique de la jeune pousse toulousaine AECO. Alors, je vais commencer tout d'abord par préciser que l'hydrogène n'est pas une énergie. Voilà, c'est important de le préciser, mais c'est plutôt un vecteur énergétique. Aujourd'hui, les territoires se mobilisent autour de l'hydrogène dans leur plan hydrogène pour la plupart, avec pour objectif la décarbonation, à la fois des transports, de la mobilité et des industries. Donc aujourd'hui, on va brosser un tableau sur les écosystèmes Occitanie en matière d'hydrogène. Est-ce que, Benjamin Fèvre, vous pouvez nous donner la feuille de route hydrogène et depuis quand elle a été mise en place au niveau de la région? Oui, merci pour en démarrage. Donc, la feuille de route en région Occitanie, elle date en réalité de plusieurs années, même 6 ans. Donc en 2016, à l'époque, on avait mis en place une étude stratégique pour évaluer le potentiel de cette filière à l'échelle de la région. Alors à l'époque, c'était pendant la fusion des régions, donc à l'échelle des 2 régions réunies. Le potentiel et les conclusions sont multiples. Il y avait un potentiel à la fois pour produire un hydrogène qui soit décarboné, voire même renouvelable, du fait du potentiel de production renouvelable de la région Occitanie. Un potentiel également à développer ces technologies hydrogènes sur le sol occitan avec des acteurs précurseurs tant du point de vue académique avec des laboratoires déjà présents et précurseurs à l'époque, des entreprises, on en a quelques exemples ici, qui étaient prêtes déjà à développer ces technologies et voire même à les industrialiser. Et enfin, troisième conclusion, c'était il fallait créer du lien entre tous ces acteurs parce que les typologies d'acteurs étaient très variées, les applications étaient très diversifiées. Il y a de la mobilité, du bâtiment, de l'énergie, etc., du monde académique, industriel, des startups, et il fallait créer du lien entre tout cela. C'est pour ça qu'en 2018, on a créé IDEO pour Hydrogène Développement Occitanie, donc un outil qui sert à animer, à structurer cette filière hydrogène en région et qui, depuis plus de 4 ans, donc travaille et œuvre à cela pour animer et structurer des projets en région Occitanie. Ça permet aussi d'adresser des projets transversaux et de structurer cette filière. Donc, forte de cette structuration et de cette organisation, et voyant le sujet prendre de l'ampleur, dès 2019, donc avant les moyens conséquents qu'on connaît au niveau européen et français, la région s'est engagée sur une feuille de route et un plan hydrogène vert en région doté d'un budget de 150 millions d'euros sur 10 ans, période de 2020 à 2030, pour soutenir cette filière hydrogène et donc en phase avec les conclusions de notre étude, l'amont pour développer ces technologies et, et l'aval pour produire cet hydrogène renouvelable en région Occitanie. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est déjà très actif. De nombreux projets, de dispositifs ont été mis en œuvre pour soutenir cette émergence et certains des acteurs présents ici en sont la preuve. Oui, on parle de train hydrogène, enfin train bimode, hein, pour être plus précis, à la fois hydrogène et électrique. Aujourd'hui, c'est un grand projet, il y a le corridor H2. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ces projets très structurants au niveau régional? Bien sûr, au-delà d'apporter une aide aux acteurs de la filière, la région elle est aussi maître d'ouvrage sur certains sujets, et notamment dans le développement de certains usages. Et l'usage est une vraie locomotive pour l'hydrogène, je pense qu'on aura largement le temps d'approfondir là-dessus.
En ce sens, elle investit donc dans l'acquisition de 3 rames ferroviaires bimodes, donc capables de fonctionner sur lignes électrifiées et lignes non électrifiées avec une motorisation hydrogène, solution développée et construite à Tarbes. Donc sur la ligne Toulouse-Montréjoluchon, également l'engagement dans l'acquisition d'une flotte expérimentale de 15 autocars sur les lignes interurbaines du Tarn, et enfin dans la construction d'une drague à hydrogène, donc un navire de dragage sur les ports de Sète, de Port-la-Nouvelle, pour l'entretien des fonds du port. Donc sur un mode hybride cette fois-ci. Et enfin, dernier projet pour booster les usages en région Occitanie qu'on a su impulser, c'est le corridor hydrogène, donc un projet qui se veut européen pour faire le lien et décarboner le transport poids lourd et le transport frigorifique de la mer Méditerranée vers la mer du Nord. Et la région Occitanie est le premier déploiement pilote de ce projet, dans l'idée de déployer donc 2 sites de production massive, 7 stations, 40 poids lourds et 60 remorques frigorifiques. Les 15 autocars en font partie également et bénéficieront de ce réseau pour poser une première brique en Europe qui aura vocation à être dupliquée dans d'autres territoires. On échange notamment avec la Catalogne, avec la Wallonie, avec les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté sur le sujet. Voilà. Oui, d'ailleurs, même pour les trains à hydrogène, il y a eu un ralliement en fait, de différentes régions pour acheter ces fameux trains. Oui, c'est exactement le cas, et c'est souvent le cas dans un premier déploiement, on va dire pré-commercial, pré-industriel, où il y a besoin d'avoir une commande consolidée d'un certain nombre de véhicules. C'est le cas pour les autocars, les bennes à ordures, les bus, etc. Et on a souhaité, au travers, donc c'était l'association Région de France, à la demande et à l'appel de Carole Delga, impulser finalement une commande groupée pour que Alstom puisse développer un train adapté aux lignes ferroviaires françaises. Il faut savoir qu'ils l'ont déjà fait pour les lignes allemandes, donc en Basse-Saxe, où il y a déjà des dizaines de trains qui sont déployés et développés. Mais ce n'est pas le même train. La particularité, c'est que le nôtre doit pouvoir fonctionner à la fois sur des lignes électrifiées et des lignes non électrifiées. C'était ça la particularité. Et ces 4 régions, qui sont donc Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, se sont mis d'accord pour consolider, je crois, 14 trains au total sur 5 lignes réparties à travers nos régions. Voilà. On l'attend à peu près pour 2025 ou un petit peu avant, un petit peu après? Alors, à quel moment on aura le train hydrogène? Le calendrier est effectivement, la mise en service commerciale est visée pour 2025, mais il y aura des phases de test avant, sans passagers malheureusement, plutôt prévu fin 2024. Donc au niveau régional, on a un véritable écosystème avec des usages qui sont vraiment définis, des investissements lourds. Et à l'échelle de la métropole de Toulouse, Madame Agnès Plagneux-Bertrand, on a aussi des écosystèmes, alors plus en lien avec l'aéronautique par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement, Toulouse, capitale de l'aéronautique, on est bien évidemment totalement concerné et en concertation d'ailleurs avec la région. On a bien identifié que l'hydrogène était un enjeu très important de la décarbonation d'un certain nombre de systèmes de transport et de l'aéronautique en particulier. Donc il y a eu des annonces qui ont peut-être fait rêver un peu tout le monde en se disant bon, bah, finalement le sujet de la décarbonation de l'aéronautique, ça y est, c'est fini, on va mettre un peu d'hydrogène et tout va bien, quoi. Alors bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il ne faut pas non plus réfléchir sur la partie hydrogène seulement, mais à l'échelle d'un système global. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura pour partie de l'hydrogène, pour partie d'autres choses sur lesquelles il faut vraiment avoir une vue d'intégration globale. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est préparé. Nous, on a plutôt un rôle d'aménageur. Hein, la partie recherche est plutôt portée par la région, hein, ce qui, effectivement, chacun joue son rôle. Donc, nous, on a décidé de renforcer les moyens de recherche sur la partie hydrogène. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des compétences à acquérir. Je discutais tout à l'heure avec un industriel qui contribue dans les matériaux de la pile à combustible. Les piles à combustible, il n'y a rien de standard. Par exemple, une pile à combustible, c'est un système qui permet de fabriquer de l'électricité en recombinant de l'hydrogène et de l'oxygène. Et on crée donc un courant d'électrons qui permet donc de créer de l'électricité de façon autonome. Et en fait, il n'y a pas de standard. Et en l'occurrence, les piles à combustible telles qu'elles existent actuellement sur le marché, qui sont principalement utilisées dans le domaine des transports terrestres, notamment dans l'automobile, ne sont pas du tout, en l'état actuel des choses, adaptées au monde aéronautique. Elles sont beaucoup trop lourdes.
Le taux d'oxygène qu'il y a en l'air n'est pas du tout adapté au fonctionnement de la pile à combustible. Donc, il faut redéfinir des objets permettant de créer de l'électricité à bord des avions avec des nouvelles technologies, des nouveaux assemblages. Voilà. Et en plus, le monde industriel aéronautique doit se confronter à l'hydrogène, a besoin aussi de se former à tout ça. Hein. C'est-à-dire que la manipulation de l'hydrogène requiert quand même des compétences particulières, des précautions particulières. La fabrication de l'hydrogène, son usage, son transport, son exploitation fait partie de toute une courbe de compétences qu'il va falloir acquérir. Donc nous, on a décidé de placer un grand centre qui permettra d'accueillir tous ces aspects-là sur l'aéroport de Francazal, puisqu'on pourrait avoir des objets qui vont voler et qui vont pouvoir expérimenter des nouveaux usages, notamment de l'hydrogène, mais pas que. Hein, voilà. La solution de décarbonation de l'aéronautique ne sera pas que de l'hydrogène à l'avenir, c'est absolument certain. C'est le mix. Il faut vraiment créer ce mix et assurer la compatibilité des différentes formes de création d'énergie à bord sur les futurs avions. Donc il y a un grand centre de recherche qui va être en l'occurrence déménagé. Hein. Actuellement, c'est un centre de recherche qui s'appelle le Laplace, dirigé par Christophe Turpin, qui va venir s'implanter à Francazal avec des moyens. Actuellement, il pousse les murs, parce que devant la demande qui lui est faite, il essaye d'exploiter le moindre centimètre carré de son laboratoire, et le pauvre, il est vraiment, il déborde complètement. Donc il est vraiment temps de lui donner un laboratoire permettant de mener à bien ses recherches à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres. Et c'est la région qui, effectivement, va financer un centre de recherche très important à Francazal, sur lequel nous allons contribuer. Et nous allons, nous, accueillir un certain nombre d'entreprises en aménageant cette zone pour que les entreprises viennent se mettre à proximité de ce centre de recherche donc, qui va mettre en œuvre des piles à combustible de différentes sortes pour permettre leurs usages dans les différentes configurations de transport. Donc le centre de recherche, en tant qu'industriel, comme vous, la société AICO, vous pourriez par exemple aller sur le centre, tester les composants dans un écosystème, faire des pré-tests, expérimenter. C'est ce qui est visé en tout cas. Absolument visé. Alain Fontaine, oui. Oui, effectivement, mais on travaille déjà avec la plateforme hydrogène. Hein. On a qualifié nos matériaux chez eux, hein, ça fait déjà 2 ans. On continue à travailler avec H2Pulse, du coup, qui a beaucoup de liens avec la plateforme. Ils nous accompagnent pour nous aider à prouver que notre composant a du sens dans le monde de l'hydrogène. Et voilà, on a besoin de ce soutien pour dire bon bah ça y est, on sait faire quelque chose qui marche et qui aura un intérêt pour les futurs usages d'hydrogène. Oui, donc en fait. Michel Bossy, CCI, je vous laisse passer le micro, voilà, merci. Au niveau des entreprises, donc vous êtes aussi là pour les accompagner. Comment ça se passe au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie au niveau régional pour les accompagner? Donc on voit que la région met en place tous les écosystèmes, ils investissent lourdement. La métropole de Toulouse fait également beaucoup de chemin sur l'hydrogène avec notamment ce laboratoire qui va permettre aux entreprises de grandir. Et au niveau de la CCI, dans quelle mesure vous pouvez les accompagner et depuis quand en fait vous avez pris conscience que l'hydrogène était une nouvelle filière qui allait pouvoir rentrer dans la décarbonation? Ça fait beaucoup de questions, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais je vais commencer par le début. Déjà, comment on fait? Par le travailler ensemble. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que nous sommes à côté de la région, nous, depuis le tout début du lancement de cette filière. C'est très, très important parce que pour que cette filière puisse perdurer dans le temps, il va falloir qu'on ait une cohérence parfaite entre la production, les transports et les usages. L'un ne fonctionnera pas sans l'autre. Si vous voulez, il ne faut pas créer de déséquilibre trop important.
Sinon, la filière aura beaucoup de difficultés à pouvoir émerger. Ensuite, depuis combien de temps on s'intéresse à l'hydrogène? Je vais prendre un peu ma casquette de président de la CCI du Tarn. Là, ça fait longtemps, à côté de la Safra et de nos amis, la société Evripol notamment, où ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur l'hydrogène, grâce à l'école des mines d'Albi Carmo. Et si vous voulez, d'ailleurs, la société Aiko qui est là, a été incubé à l'école des mines d'Albi, où on avait quand même une forte propension à travailler sur les sujets hydrogène et sur la pile à combustible. Et partant de là, on avait, nous, cru à cette filière, déjà bien avant que Mme von der Leyen décrète le Green Deal et que la France se l'approprie pour, je dirais, lancer la filière hydrogène sur le territoire. Donc ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, avec beaucoup, beaucoup de difficultés, personne n'y croyait. Mais si vous voulez, si on n'avait pas anticipé 10 ans en amont ce travail sur la filière hydrogène, je ne pense pas que la Safra ait réussi à pouvoir produire son bus avec une chaîne de traction électrique avec une pile à combustible derrière aussi rapidement. Voilà. Donc, intéressé depuis très longtemps, et quand on a vu le démarrage que ça prenait, la volonté de Carole Delga de pousser très très fort et de la région sur cette filière hydrogène avec énormément de projets tels que vous les avez cités, derrière, ça veut dire qu'il faut enclencher ce maillon complémentaire qui est le lien avec l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on va au-devant d'une nouvelle filière. Une nouvelle filière, ça se construit. Il va y avoir de nouveaux métiers donc qui vont apparaître, des métiers dans la production, des métiers dans l'accompagnement des entreprises sur toute la partie de la sécurité, du transport. Donc ça veut dire derrière beaucoup de formations à mettre en place. Et vous savez que les CCI sont quand même le deuxième acteur derrière l'éducation nationale en termes de formation. Donc on a notre rôle à jouer. Voilà. Donc très rapidement, on a constitué au sein de la CCI Occitanie un groupe de travail donc sur l'hydrogène qui est rattaché à la commission industrie qui est managé par Didier Katzenmeyer, donc un lien avec aussi l'aéronautique, très très important, et si vous voulez, de manière à pouvoir informer les entreprises, donc par des webinaires. Alors on a commencé très simplement en faisant un petit peu le premier webinaire, l'hydrogène pour les nuls, c'était à peu près ça, pour essayer de reposer le débat. Et ensuite derrière, d'enclencher au fur et à mesure, on en a fait un avec les transporteurs-chargeurs, et on s'est doté de ressources au sein de la CCI Occitanie, justement de manière à pouvoir poursuivre cette action, accompagner les entreprises, les informer, les former. Voilà. Au niveau de Toulouse Métropole, là on parlait de formation, on va poursuivre par rapport à ce sujet-là. Il y a un campus également qui est mis en place. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça se structure? Comment vous accompagnez ces entreprises qui, par exemple, là on en a énormément, je pense, sur le salon, qui se disent aujourd'hui je ne fais pas partie de la filière hydrogène. Par contre, moi en tant qu'industriel, je peux peut-être avoir ma place, mais de quelle manière on va pouvoir les accompagner? Alors ça passe par des webinaires. Un petit rappel, pareil, nous on n'a pas la compétence formation. La compétence formation, c'est la région. Donc nous on est là pour accompagner des projets qui pourraient voir le jour. Donc on a par exemple tout un quartier, nous, qui est autour de Toulouse-Montaudran, Aerospace, qui notamment abrite un centre de recherche sur, alors effectivement toujours aéronautique spatiale, et qui aborde beaucoup de sujets sur les futures propulsions, notamment hybrides. Vous avez le pôle de compétitivité qui est abrité aussi au même endroit, qui accompagne des entreprises, qui permet l'incubation d'entreprises. Alors il y a effectivement l'incubateur régional Nubo qui est là aussi en lien avec tout cet écosystème qui permet de transférer de la recherche vers le monde de l'industrie, enfin de la valorisation de tous ces sujets-là. Il y a le centre de formation Jacqueline Auriol, qui est sorti de terre très très récemment et qui là aussi forme des techniciens avec la plateforme PADOC, vous voyez à côté, qui est un système qui permet aussi à des industriels de venir utiliser des machines qu'ils pourront après s'approprier dans leur propre centre industriel. Donc effectivement, il y a tout un mouvement qui doit permettre l'avènement d'un certain nombre d'acteurs économiques sur le sujet. Alors, nous, ce qu'on porte aussi, c'est des pépinières. C'est-à-dire qu'en fait, on abrite, on offre des mètres carrés pour que les entreprises en création, donc on en a quelques-unes qui sont physiquement sur place. Alors, le système économique toulousain étant ce qu'il est, il faut bien reconnaître, occitan et particulièrement toulousain étant ce qu'il est, il est extrêmement dynamique et riche. Donc, dès qu'on ouvre une pépinière, elle est déjà pleine, quoi.
Donc, moi, je pousse au niveau de la métropole pour dire qu'il faut davantage de possibilités pour que ces entreprises puissent trouver un lieu d'implantation et un lieu de développement, parce qu'une fois qu'elles se sont développées, il faut aussi qu'elles puissent s'implanter de façon plus pérenne sur le territoire. Et là, on est souvent à court pour trouver des mètres carrés. Et je peux vous dire que les startups, je les vois dans les pépinières, ils sont 5-6 par bureau, il n'y a pas de gras, hein, ils sont vraiment très tassés, les pauvres. Mais bon, voilà, la situation. En tout cas, c'est prometteur. Ça montre que. C'est totalement prometteur, mais on voit une éclosion de nouvelles technologies liées à l'hydrogène et liées à la pression du changement climatique d'une manière générale, qui est absolument considérable. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que le monde économique a totalement pris la mesure de tous ces sujets et s'y prépare depuis longtemps. Hein. Enfin, je pense que c'est vraiment très encourageant. Au niveau de la région, en termes de formation, d'accompagnement des entreprises, d'accompagnement de tous ces écosystèmes qui sont mis en place, comment vous pouvez les aider, apporter du support? C'est un sujet qu'on aborde depuis un peu plus de 2 ans. On a mené donc une étude stratégique à l'échelle de la région sur ce sujet-là, via l'animation IDEO et avec la Cité de l'économie et des métiers de demain, à la demande de la région. Et le but, c'était de faire un tour de quels étaient ces métiers, quelles étaient ces compétences, quels étaient les besoins des industriels, à quelle échéance, en quelle quantité aussi, et pouvoir en déduire une feuille de route et quels étaient nos leviers d'action pour pouvoir y remédier. Donc ce qu'il faut avoir conscience sur une des conclusions de cette étude, et ce qu'il faut avoir confiance, c'est qu'il n'y a pas de métier propre à l'hydrogène. Il n'y a pas un métier qu'on va retrouver partout. Et c'est en fait toutes sortes de métiers qui existent déjà et auxquels il va falloir apporter les spécificités de l'hydrogène en termes de comportement chimique, en termes de comportement électrique, en termes de sécurité, en termes de manutention, etc. Et on se rend compte, et c'est une des grandes conclusions de cette étude, que pour beaucoup, ce sont des métiers liés à l'industrie, aux chaînes de fabrication, à la manutention, à la maintenance également des outils et des systèmes hydrogène, et une autre partie également sur les aspects donc, de R&D et de conception. La répartition, c'est environ 20% de profils cadres doctorants, 30% de profils techniciens et 50% de profils opérateurs. C'est vous dire un peu la quantité en termes de nombre d'emplois, j'entends, qu'il y aura et l'enjeu qu'il y a autour de cette industrialisation et la fabrication sur des chaînes de ces technologies hydrogènes. Je pense que l'illustration parfaite, c'est Safra. Oui, Safra. Le détailler. Éric Balevier, vous pouvez peut-être nous en dire un mot sur les besoins, et sur les chiffres, et vous sur vos besoins en matière de formation. Sur l'historique, mais je rejoins Benjamin. Aujourd'hui, Safra, c'est 200 personnes. Sur les 200 personnes, 22% liés à la recherche et développement. Donc 60 personnes. Donc on est vraiment... Ces ratios, ils sont là. Quand on regarde aujourd'hui les recrutements qui sont en cours, j'ai regardé à date, ce matin, on a 14 ou 15 postes qui sont encore ouverts. On retrouve des postes plutôt classiques sur la logistique, la maintenance, tous les postes de R&D, projeteurs, de plans, et tout ce qui va commencer à préfigurer la conception, l'industrialisation, sur des techniciens qualité. Donc, on retrouve vraiment tous les métiers de l'industrie qui prennent un focus et en permanence. Safra, c'est aujourd'hui 200 personnes. C'est un petit peu moins de 100 recrutements sur une année. C'est aujourd'hui 14-15 qui sont en cours. L'objectif 2025, c'est de passer aux environs de 400 employés. Donc on est vraiment sur... On voit la croissance. Oui. La structuration de la filière, les besoins. On est vraiment sur une filière qui se structure, une mise à l'échelle industrielle. Donc ça passe par des investissements industriels. Il faut un site pour passer. C'est des actions qui vont être lancées chez nous. On ne peut pas rester face à une concurrence nationale ou européenne et sur une filière qui se lance. On ne peut pas rester petit. Il faut changer d'échelle. Il faut le faire à la bonne vitesse. Il ne faut pas le faire trop vite. Il faut être organisé, il faut le planifier. Mais oui, on est vraiment sur cette phase.
Oui, parce que je rappelle, Safra, vous êtes constructeur de bus, d'autocars à hydrogène. Alors, je pense que pour certains, ça peut être intéressant aussi que vous nous reprécisiez, parce que là, on va parler d'usage, on a parlé de formation, de nouveaux besoins, de nouveaux métiers et les grands projets qui sont structurants. Mais en termes d'usage, la mobilité, pourquoi avoir fait le choix de l'hydrogène il y a quelques années, en fait? Oui. Alors, on va revenir un petit peu sur les bases, sur les fondations aussi de Safra. Safra, c'est une société qui a été créée en 1955. On peut considérer plus maintenant comme une start-up de l'hydrogène, mais 1955 travaille sur du carrossage de châssis autocars pour construire des autocars, puis une direction qui part sur la rénovation de véhicules, d'abord des véhicules urbains, interurbains et ferroviaires. On est en train de finir de rénover pour la fin de ce mois une rame de TER pour la région Occitanie. Donc, voilà, différents métiers. Et dès 2011, donc on parlait tout à l'heure de plus de 10 ans de R&D, en fait on va passer les 13 ans de R&D sur la pile avec une filière qui a émergé progressivement. La maturité technologique et de la pile et de la sécurité et de tous les composants qui font la dispo et la fiabilité d'un véhicule n'étaient pas les mêmes il y a 11 ans. Mais la R&D a commencé. Il y a 11 ans, c'était 5 personnes. Aujourd'hui, c'est 60. Et il nous en manque. Donc voilà, ça s'est lancé avec un triptyque industriel et commercial aujourd'hui qui est axé sur 3 points principaux, 3 axes. Un qui est, on va le simplifier en disant ne pas polluer. Là, on est sur le véhicule urbain neuf. On a aujourd'hui 60% de part de marché en France avec l'ancienne génération de véhicules. C'est un marché vraiment qui est en train de démarrer. Mais on a appris ce retour d'expérience. Ça, c'est ce qui est important. Et on lance un nouveau véhicule, première commande prise et l'industrialisation et livraison qui commence l'année prochaine. On a ne plus polluer. Là, on est sur du rétrofit. Donc, on prend là, on réalise ça dans le cadre d'un marché d'expérimentation avec la région Occitanie, du véhicule interurbain sur lequel on va enlever toute la chaîne de traction diesel, le moteur, la boîte et système de refroidissement, tous les auxiliaires liés à l'ancienne génération de moteurs. Et on va, alors avec des contraintes techniques et réglementaires qui sont aujourd'hui encore fortes, on va intégrer à l'intérieur une pile à hydrogène, des réservoirs à hydrogène pour en stocker un petit peu, une trentaine de kilos, des batteries, un moteur électrique et tout le système annexe. Donc ça, c'est ce qui est en cours. On est sur de l'utilisation interurbaine. Ça veut dire des véhicules qui vont avoir une vitesse qui est plus de 90 à 100 km/h sur une plage d'autonomie qui va être et pour l'hydrogène, c'est vraiment pas un problème, de 350 à 500 km en fonction de l'utilisation. Du coup, vous pouvez rappeler quand même l'intérêt de l'hydrogène, d'un bus à hydrogène par rapport à un bus électrique, parce que... Oui. Alors, j'ai quand même l'habitude de dire qu'il ne faut pas opposer ces technos. On est vraiment sur de la complémentarité. On a aujourd'hui des véhicules biogaz, on a des véhicules électriques, des véhicules hydrogène. On est dans le cadre d'une loi d'accélération de la transition énergétique, loi d'orientation des mobilités, qui impose aux collectivités d'investir sur des véhicules zéro émission. Ils peuvent être soit électriques, soit hydrogène. La différence, elle va être vraiment sur l'usage. On sait que ce n'est pas lié au constructeur, c'est lié à la chimie. Tout le monde a des limites chimiques. La batterie, dans le temps, va perdre de l'autonomie. Donc un véhicule qui va commencer sa vie avec, aujourd'hui, ce qui est raisonnable d'attendre, c'est 220, 230, 240 km. Au bout de 2 ans, tout naturellement, va commencer à perdre de l'autonomie. Face à ceci, l'hydrogène, par contre, il a une autonomie qui est constante. On peut avoir, dans le temps lié à l'usure de la pile, une consommation qui augmente, mais on est vraiment sur quelque chose qui est très peu significatif, en fait. Mais l'autonomie va être constante. Là où un véhicule urbain va avoir 250 km d'autonomie, un véhicule hydrogène, il aura 350 à 450, de façon constante sur sa durée de vie. Donc dès qu'on a un usage qui est intensif en termes de production kilométrique, dès qu'on a besoin d'une charge, d'une capacité utile, on parle de techno, on est là aussi pour transporter des personnes qui vont au travail le matin, qui vont au lycée, qui vont étudier, donc il faut avoir une charge. Service, quand même, et oui, c'est l'utilité. Un véhicule urbain, aujourd'hui, hydrogène, il aura une capacité qui sera supérieure à un véhicule électrique, du fait d'une chaîne de traction, et d'un véhicule électrique, il a environ 1,8 tonne à 2 tonnes de batterie. Une chaîne de traction hydrogène est beaucoup plus légère. Plus léger, Exactement. Donc dès qu'on a besoin de haute performance kilométrique, charge de passagers importante, un temps de charge, faire un plein d'hydrogène,
30 à 35 kg d'hydrogène sur un véhicule urbain, on va dire que c'est entre 10 et 15 minutes. C'est plutôt rapide. Oui, c'est plutôt rapide. Quand on compare avec un bus à électrique. Versus, pour la même mission, pour une mission qui serait moindre même, un véhicule électrique va nécessiter, en fonction de l'infra qui est nécessaire, de 5 à 6 heures. En général, en fonction. Donc, il y a un usage qui est différent. Donc, plus l'utilisation elle est intensive, avec du monde à transporter sur une grande distance, et vraiment cette volonté d'avoir l'autonomie constante sur la durée de vie du véhicule, ça c'est important. Et l'utilité de commencer avec un véhicule qui fait 230, qui au bout de 2-3 ans va passer à 180, il y a des services qu'il ne pourra plus faire. Donc en termes d'amortissement, et revenons aussi à un fondamental, enfin, le cœur de nos discussions, de l'impact environnemental de ce que l'on est en train de faire. On a des notions de coût de possession, mais on doit mesurer nos impacts environnementaux, c'est important. Du coup, même par rapport à l'impact environnemental, tout à l'heure, vous avez parlé de rétrofit avec un marché, avec la région. Oui. Ça aussi, c'est une opportunité, en tout cas pour les territoires, de pouvoir s'équiper en mobilité lourde à hydrogène. Ça évite d'acheter des véhicules neufs quand on a un parc qui a été renouvelé il n'y a pas très très longtemps, de pouvoir faire un rétrofit. Donc, c'est un impact environnemental et un impact économique. Oui, alors là, il y a un impact évidemment environnemental, économique. On est là sur une solution donc avec le rétrofit qui permet d'accélérer la décarbonation des transports publics. Ça veut dire qu'on sait que l'offre des constructeurs, elle va arriver avec du véhicule neuf, mais le temps que l'offre soit disponible dans les délais et en quantité suffisante au niveau national et dans les régions, il va falloir accélérer ceci. Donc ça va passer, on n'est pas les seuls. On est aujourd'hui avec l'orientation qu'a pris très tôt la région, plutôt très en avance par rapport au marché sur ce rétrofit. Et oui, ça va être un vecteur d'accélération de la décarbonation. Les passagers pourront rouler dans ces véhicules, enfin en tout cas être transportés dans ces véhicules à partir de quel moment, quelle date? On a un calendrier Aujourd'hui, toutes les parties d'ingénierie, enfin toutes les phases d'ingénierie, d'approvisionnement, etc. sont terminées. Ce qui est important, on parlait de la sécurité tout à l'heure, là on est vraiment sur le retour d'expérience de la filière hydrogène. Donc toutes les études de risque, les analyses, les safety analysis hydrogène sont terminées. On attend les éléments, batterie, pile, réservoir hydrogène, pour les intégrer dans ce véhicule. C'est d'ici quelques semaines. On ne parle pas d'années, on parle de quelques en fait, semaines. On n'est pas en 2026. Ah quoi, non. Pour faire des premiers essais de marche à blanc, un classique sur ce système, rentrer dans la phase d'homologation avec le CNRV, avec qui on est en échange permanent, et vraisemblablement faire une présentation et des premiers tours de roue sur le premier trimestre, plutôt sur le milieu du premier trimestre. Aujourd'hui, l'échéance est là. Oui, donc on est sur une échelle plutôt court terme. On est court sur terme, du très court terme. Ouais, très court bien terme. Sûr. Pour répondre à tous ces usages, à tous ces besoins, il faut produire de l'hydrogène. C'est pour ça que je vais passer la parole à la société Life, à Pauline Lopez. Aujourd'hui, produire de l'hydrogène, c'est nécessaire parce qu'on a des écosystèmes qui sont en train d'être créés au niveau des territoires. Cet hydrogène vient d'où? Enfin, voilà. Comment on peut produire aussi de l'hydrogène de manière propre, vert, décarboné? C'est une très bonne question. Alors au préalable, je vais quand même présenter Life. Life, on est un producteur d'hydrogène renouvelable créé en 2017 par Mathieu Guéné, qui était un directeur au CEA Tech de Nantes. Et pour la petite histoire, il a demandé un jour donc ils utilisaient de l'hydrogène et il a demandé à Linde et Air Liquide de fournir de l'hydrogène renouvelable et personne n'a su répondre à sa demande. Et donc il a dit ok, je vais le faire. Et il a créé Life en 2017. Aujourd'hui, on est 130 personnes et c'est vrai qu'on recrute constamment. Je rejoins un peu tout le panel en disant que la formation est importante et puis le recrutement est vraiment de haut niveau. Donc, notre métier, c'est de produire de l'hydrogène renouvelable en grosse quantité, de manière massive et à prix compétitif. Ça, c'est vraiment notre métier. Quand on parle d'hydrogène renouvelable, j'aimerais bien que vous reprécisiez ce que c'est, d'où ça vient. C'est l'électricité verte, etc. Oui, c'est ça. On produit l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Donc, en vulgarisant, on met de l'eau dans une grosse machine à laver. On met de l'électricité renouvelable pour avoir de l'hydrogène renouvelable. Et on éclate les molécules H2O, les molécules H2 et l'oxygène de l'autre. C'est la méthode de l'électrolyse de l'eau. Et par exemple sur Bessières, puisque nous allons produire de l'hydrogène renouvelable à Bessières, qui est à 40 km de Toulouse, on est connecté directement
une unité de valorisation énergétique, un centre d'incinération des déchets. Alors, vendu comme ça, c'est pas très vert. On se dit, non, mais il me raconte des bêtises. Mais il faut bien comprendre que dans les déchets, alors cette UVE produit de l'électricité à partir de la chaleur et des déchets qu'on brûle. Et dans ces déchets, une partie des déchets est d'origine biologique. Et l'autre partie non. Donc ça, c'est pas moi qui décrète ça, c'est l'ADEME qui a défini les pourcentages. Et chez Life, on va se connecter directement à cette UVE, l'UVE du DECO7, du syndicat de traitement des déchets. Et on va prendre la partie, alors on va pas trier, mais on va prendre la partie renouvelable de l'électricité produite. Donc ça sera pour alimenter des autocars, des bus, par exemple, cet écosystème-là? Oui, tout à fait, pour alimenter des cars, des futurs bus de la métropole, pour alimenter également des camions chez des transporteurs. Et Benjamin a fait un super travail à ce sujet dans la région pour fédérer tout un ensemble de transporteurs afin qu'ils décarbonent leur activité en utilisant des camions hydrogène. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, il n'y a pas que la mobilité. Même si le corridor H2 c'est initialement la mobilité, on a aussi la décarbonation de certains process plus industriels, notamment des process de capture de CO2 et de recombinaison avec de l'hydrogène pour injection dans les réseaux de gaz pour refaire du CH4, enfin du gaz de synthèse. Et puis quelques industriels. Alors pour la petite histoire, il y a 2 ans, on sollicitait énormément les industriels qui utilisaient le gaz naturel dans leur process, ou qui utilisent toujours le gaz naturel dans le process. On allait les solliciter pour décarboner leur activité en faisant du mélange d'hydrogène ou en substituant. C'était pas le sujet. On était souvent remerciés et puis raccompagnés à la porte. Et depuis un peu moins d'1 an, ces mêmes industriels reviennent nous voir. Alors, ils reviennent nous voir parce qu'il y a un contexte économique qui a complètement changé avec l'envolée des prix de l'énergie. Et il y a 2 enjeux pour ces industriels. Et je m'adresse à tous les industriels qui sont dans la salle. C'est 1, décarboner et 2, économiser et engager leur survie. Ça, c'est une question de survie maintenant pour les industriels. Alors, je gère aussi le Portugal et au Portugal, le monde de la céramique est très impacté puisque c'est des gros consommateurs de gaz. Et certains font déjà du chômage partiel parce qu'ils ne peuvent plus payer les factures de gaz actuelles. L'hydrogène produit localement et même parfois produit directement chez l'industriel. Dans certains pays, dans certaines zones, on arrive pas très loin de la parité gaz. Il faut le savoir. Oui, parce qu'en fait, il y a encore quelques temps, on parlait des coûts de l'hydrogène, que c'était très cher. Donc effectivement, ça a un coût significatif. Peut-être que là, la balance, elle est en train de s'inverser avec l'explosion du prix du gaz, du prix de l'électricité. Enfin voilà, comment vous voyez les choses? Alors là, je m'adresse un petit peu à tous par rapport à ça. Michel Bossy? Oui, en fait, on a plusieurs défis à relever. Effectivement, l'augmentation des énergies actuellement, je crois, est réellement un accélérateur pour la filière hydrogène. Comme toute filière naissante, encore une fois, des défis à relever. Le coût de la production d'hydrogène, c'est ramener 1 kilo d'hydrogène à un prix qui nous permette d'avoir une certaine rentabilité. Ensuite, le coût des véhicules, parce qu'aujourd'hui un véhicule avec, je dirais, une mobilité électrique avec une pile à combustible hydrogène, ben, ça coûte beaucoup plus cher qu'un véhicule normal. On a une idée un petit peu du ratio? Ça fera pas en parler, mais on est à peu près à, je l'avais en tête, je l'ai plus en tête, mais c'est énorme, c'est plus de 3 fois le prix quasiment. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut que le transporteur puisse amortir ce véhicule-là. Donc, même si la volonté elle y est d'y aller, il faut que derrière les constructeurs soient capables d'industrialiser leur process de manière à pouvoir ramener ce véhicule à un coût d'acquisition à peu près normal pour qu'il puisse être rentabilisé. Donc là aussi on accompagne, nous les entreprises, on est à côté d'elles sur ces sujets-là. Ça c'est un enjeu qui est important. Un point dont on n'a absolument pas parlé jusqu'à présent, le gros intérêt quand même de l'hydrogène par rapport à certaines autres énergies, c'est qu'elle se stocke. Aujourd'hui vous pouvez stocker de l'hydrogène. Donc, et
On peut donc produire de l'hydrogène dans des périodes qui vont être très creuses en demande de consommation d'énergie, d'électricité, voilà, de manière à pouvoir la produire et la stocker pour pouvoir la redistribuer. Bon, ensuite, attention, production d'hydrogène, hein, vous êtes en plein dans le métier. On a parlé d'électricité et d'eau. Hein. De quoi est-ce qu'on a manqué ces derniers temps? C'est d'électricité et d'eau. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner aussi la filière photovoltaïque derrière, de manière à pouvoir produire, arriver à développer, à produire de l'électricité qui nous servira à produire de l'hydrogène sans impacter non plus le réseau. Donc il faut, si vous voulez, avoir tout ça en tête. Donc cette filière qui naît et qui arrive sur nos territoires, on est obligé d'avoir toutes ces données en main. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de la coordination. Et là, il faut que ce soit une coordination pour moi régionale et il faut qu'elle soit très très forte pour pas qu'on parte dans tous les sens et qu'on développe plus un secteur que le nôtre. Et ça serait très dommageable, je dirais, pour le développement de la filière. Et si je descends sur nos territoires, nos départements, il faut aussi que les collectivités comprennent que ce qu'on disait à l'instant, c'est que le travail ensemble est très important. Et ne pas ramener à soi, je dirais, un sujet, ouais, j'ai le super truc hydrogène sur mon département, ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'il faut, ou sur ma ville, ça veut dire qu'on a une chaîne de valeur à respecter et il faut que chaque projet vienne s'intégrer dans cette chaîne de valeur avec une ouverture d'esprit qui soit très très importante. Et encore une fois, nous on est aux côtés de la région pour bien expliquer ces sujets-là et on discute avec les collectivités aussi. C'est le cas dans notre département sur le Tarn, avec le département, l'Aglo, pour dire attention, ok, c'est vrai qu'on a une antériorité sur le Tarn, sur Albi on a une antériorité, on a un circuit qui doit être reconditionné pour faire des tests de véhicules. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce sujet, mais attention, voilà. Ayons une ouverture. Et quand je parlais d'ouverture régionale, il faut qu'elle soit aussi nationale et européenne. Voilà, on a accompagné Safra. Moi, j'ai accompagné Vincent Lemaire à Bruxelles, parce que quand on commence à créer un bus à mobilité hydrogène, ben, les réglementations ne sont pas en face. Hein. Donc il a fallu construire une réglementation, donc aller voir la Commission européenne, rentrer dans toutes les directions, de manière à direction la DG Transport et autres à Bruxelles, pour arriver, je dirais, à faire prendre conscience. Alors aujourd'hui, c'est plus facile, parce que je dirais que l'Europe a déclenché un petit peu cette filière, donc c'est beaucoup plus facile, parce que les dispositifs sont en place. Je vous garantis qu'il y a 10 ans, ça ne l'était pas. Voilà, donc voilà ce que je voulais simplement rajouter, mais qui me paraît essentiel. Le stockage, c'est important, c'est aussi une vraie différenciation qu'on peut retrouver, enfin, qu'on n'a pas par rapport à d'autres vecteurs énergétiques. Mais du coup, pour baisser les coûts, la massification, c'est un sujet, forcément, la massification. Alors, l'industrialisation, par exemple, chez Safra, vous, aujourd'hui, comment vous envisagez de baisser les coûts? Quelles sont les stratégies mises en place pour arriver à répondre aux besoins? C'est une question compliquée parce que... Non, compliqué, oui, si on va dans les détails, mais le mot-clé, c'est vraiment l'industrialisation et un avancement coordonné entre l'usage et puis la dispo de la molécule. Aujourd'hui, on est en train de passer, la filière, elle est en train de passer, je l'ai vécu, moi, plusieurs fois, en prenant un peu d'âge, le lancement de la filière GNV à l'époque, le lancement de la filière électrique. Ça passe par une phase de prototypage, de petites séries pour avoir du retour d'expérience, comprendre, caler et faire évoluer en même temps la réglementation. Toutes ces étapes se font de façon synchronisée. Les premiers usages se font, on voit les forces et les faiblesses d'un système, et ensuite il faut passer à l'échelle. Donc si on le prend dans le cas très concret de Safra, aujourd'hui on a 11 000 m² de sites industriels, on travaille sur une extension à 18 000 m² avec une conception qui ne sera plus, et dans les bons sens, les nobles du terme, de la carrosserie, mais du véhicule industriel, avec du travail sur les process, sur l'outillage. On a des échanges avec des entreprises qui sont présentes aujourd'hui sur ce salon, qui étaient hier chez nous, sur lesquelles on travaille sur de l'analyse de processus pour entrer phase par phase sur le châssis, la face avant, les faces latérales, le garnissage. Le milieu urbain, c'est un milieu qui est très, par définition, qui appelle de la personnalisation des véhicules. Donc il faut l'intégrer dès le départ, au meilleur coût, à la meilleure qualité. Et au final, oui, le prix des véhicules, il va descendre. Alors, ça, c'est l'impact industriel sur la conception même du véhicule. Qui dit filière qui se lance aussi, dit tout de même une massification, une sérialisation au niveau des composants. On passe de composants qui, quand on a commencé à travailler il y a 11 ans sur la filière, restaient des prototypes, des piles d'expérimentation. On passe aujourd'hui sur des composants qui sont des composants série, qui vont équiper en grand volume des véhicules urbains, du poids lourd, des véhicules, des utilitaires légers. Donc voilà, la série sur les piles, elle arrive. Il y a plusieurs industriels qui sont en compétition avec des performances différentes
sur les réservoirs à hydrogène. Sur les batteries, il y a un marché qui est important aujourd'hui parce qu'on arrive après le marché électrique. Donc plusieurs sont présents sur le marché, différentes technos de batteries et des volumes qui sont présents pour faire descendre. Donc on industrialise en travaillant sur les process et puis les composants qui sont intégrés, on voit les prix qui descendent. Paolino, je vous laisse la parole aussi parce que on parle d'industrialisation, de massification au niveau de la partie usage, oui, et de fabrication de véhicules. Mais du côté de la production, c'est la même chose parce qu'il va falloir produire plus. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'été qu'on a eu, il nous faut du soleil pour avoir de l'électricité verte, il nous faut aussi de l'eau. Quelles sont les autres opportunités qui pourraient nous permettre de baisser les coûts et puis ne pas avoir, et qu'il n'y ait pas d'impact en fait en matière de production sur l'hydrogène décarboné, l'hydrogène vert. Oui, effectivement. Alors je veux juste revenir sur les deux éléments essentiels qui sont l'eau et l'électricité renouvelable. Alors l'eau, la première chose, quand on instruit enfin c'est pas nous qui instruisons, c'est plutôt la préfecture, quand elle instruit un dossier de production d'hydrogène, on en a 4 actuellement en développement en France. La première des choses qui nous demande, c'est vous allez chercher l'eau où ? Quelle est votre source d'eau ? Voilà, c'est la première des préoccupations, au-delà de la capacité de stockage d'hydrogène, qui est un élément important de sécurité quand même. Mais c'est la préoccupation, c'est la source, c'est l'eau. La deuxième chose, c'est l'électricité. Alors, pas pour eux, mais pour nous, la préoccupation, c'est d'essayer de sourcer de l'électricité renouvelable le moins cher possible pour que ça impacte le moins possible le prix de l'hydrogène à la pompe. Donc ça, on peut donner un chiffre ou pas sur le prix du kilo, parce que là on parle en kilos d'hydrogène. Oui, alors je vais donner quelques chiffres, puisque alors, le chiffre officiel c'est 7 € du kilo d'hydrogène à la pompe en 2027, il y a un peu plus d'un an et demi. C'était le chiffre, l'engagement du projet Corridor H2. La situation a complètement changé. Le prix de l'électricité n'a plus rien à voir avec l'époque. On a multiplié par je ne sais pas combien, 10, 100, enfin bref. Donc c'est une vraie préoccupation pour nous et le sourcing d'ELEC est vraiment une préoccupation parce que ça conditionne le prix de l'hydrogène à la pompe. Néanmoins, au démarrage, on essaie de tenir nos engagements. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est sur des achats d'hydrogène qui ne sont pas à court terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des prix de marché. On est sur des marchés de 15-20 ans. C'est le temps de la durée de vie de nos usines de production. Alors quand on va négocier un achat d'énergie, c'est beaucoup plus confortable. Et là, on arrive à avoir des prix qui sont un peu plus corrects. Je ne vous donnerai pas exactement les prix, parce que c'est quand même stratégique dans les entreprises, surtout les entreprises comme les nôtres. Mais néanmoins, on commencera à à produire à fin 2023 sur le site de Bessières avec un prix d'hydrogène. Alors je vais me mouiller aussi pour la partie distribution parce qu'on n'est pas distributeur, nous on est juste producteur. Mais je pense qu'on s'apprête loin des 10 €, 10 € à la pompe du kilo. Qui permettent 1 kilo d'hydrogène, ça permet de faire à peu près combien de kilomètres sur un véhicule On me pose souvent la question, j'ai le ratio. Dans le cas d'une voiture, mais le ratio est à peu près le même sur un camion ou un bus, il faut 1 kg d'hydrogène pour faire 100 km. Et un véhicule diesel en moyenne fait du 6 litres au 100. Ouais. Vous faites une petite division par 6, je vous laisse faire le calcul et vous aurez l'équivalent diesel. Donc on a à peu près, je l'ai déjà fait, je ne le fais pas de tête, à 10 € le kilo, on est à peu près à 1,66 € équivalent diesel, le litre. C'est dans le contexte actuel très intéressant, mais il y a de ça un an, ça l'était moins. Mais voilà. Donc ça évolue très vite. Du coup, on parlait aussi des panneaux photovoltaïques qui peuvent, ou l'UVE, là sur la région, en tout cas, qui va apporter de l'électricité renouvelable. Et l'éolien, la partie éolien, parce que ça aussi, c'est un des moyens pour produire. Alors, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de trouver une source d'énergie renouvelable la plus constante possible. On adore ce qui est constant, comme tout le monde. Hein. Et derrière, il y a un service à rendre en fait qui doit être constant. Donc, exactement. Donc, c'est vraiment très intéressant. L'unité de valorisation énergétique du DECO7 à Bessières
produit de manière constante, sauf avarie et puis maintenance annuelle, etc. Les parcs hydrauliques, alors ça, on adore ça aussi, c'est vraiment très bien. Mais on regarde aussi, et notamment notre premier site de production en Vendée est directement connecté à des éoliennes. Alors, le top, c'est d'avoir des éoliennes plus un parc photovoltaïque. Là, on est sur un combo qui est plutôt intéressant. Mais alors Mathieu Guéné, quand il a créé Life, il avait aussi dans la vision de produire de l'hydrogène renouvelable offshore. C'est-à-dire en mer. Tout à fait. Et alors en France, on a un peu de mal à sortir les parcs offshore, les parcs éoliens offshore, mais néanmoins, en mer du Nord, mer Baltique, il y a des parcs qui sont en production déjà, et on est déjà nous en train de travailler sur des sites de production d'hydrogène offshore. Au large des côtes, avec soit une plateforme fixe, soit une plateforme flottante. Et d'ailleurs, il y a 3 semaines, on a inauguré à Saint-Nazaire notre première plateforme flottante de production d'hydrogène qui va être connectée dans les semaines à venir à une éolienne expérimentale du SEMREV au large du Croisic pour produire de l'hydrogène et nous servir de retour d'expérience. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est puisque l'éolien offshore est un produit qui est beaucoup plus élevé qu'un éolien classique sur le continent et beaucoup plus constant. Et donc là, on a vraiment une source inévitable. Et je rajouterais même une chose, alors, on ne le sait pas forcément, mais beaucoup de parcs en mer Baltique, mer du Nord, parcs éoliens offshore, sont souvent à l'arrêt. Alors on se demande mais pourquoi ils sont souvent à l'arrêt. Tout simplement parce que le réseau électrique sur le continent n'a pas été dimensionné pour ces giga parcs de production d'électricité. Et donc on n'arrive pas à exploiter à 100% cette électricité-là. Nous, ce qu'on propose, c'est d'aller directement implanter des unités de production offshore connectées à ces éoliennes et prendre connexion directe et prendre toute l'électricité qui ne peut malheureusement pas être transportée sur le continent et être utilisée. Donc à la fois, comme vous le disiez tout à l'heure Michel Bossy, ça permet de produire et d'alimenter en direct et de consommer et produire de l'hydrogène pour être consommé, ou presque de le stocker quand on est sur un surplus de production d'électricité verte. Michel ? Oui, juste, je voulais revenir et mettre le doigt sur une problématique que l'on a quand même dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui on parle de développement de photovoltaïque en France, et vous avez fait état des réseaux, et bien souvent le réseau n'est pas adapté pour recevoir tout le développement du photovoltaïque que l'on a en France. Donc il va y avoir un travail considérable, c'est un défi complémentaire, mais un travail considérable à faire sur toute la partie réseau, de manière à pouvoir justement adapter le réseau à la production d'électricité verte. Voilà. Et ensuite, l'autre point, c'est, je pense que Benjamin aurait pu en parler, mais c'est le projet qu'on a aussi qui existe sur Port-la-Nouvelle. Hein. C'est la production aussi de l'éolien offshore, exactement pareil, mais il faut imaginer... Excusez-moi, j'ai employé un terme, mais que c'est des moulins à vent qui sont situés à 150 mètres de haut pour produire, pour produire à peu près 17 mégawatts. Donc vous imaginez les engins, les défis là aussi au niveau de la fabrication, de la réalisation et d'infrastructures qu'il faut derrière, si vous voulez, pour réaliser tout ça. Voilà. Donc encore une fois, on est au démarrage d'une filière. Il y aura de beaux succès, il y aura quelquefois des échecs, il ne faudra pas les prendre comme des échecs mais comme de l'expérience. Voilà, il faut arriver à produire tout ça. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, alors c'est pas trop dans l'air du temps, mais je vais le dire quand même, mais pourquoi pas produire de l'hydrogène avec nos centrales nucléaires ? Aujourd'hui, on n'est plus dans l'énergie verte, mais quand on a une centrale nucléaire qui travaille et qui produit à fond en journée, pas forcément la nuit, mais qui a les mêmes coûts, je dirais, parce que le coût d'une unité comme ça, il est le même le jour et la nuit. Donc la faire travailler lorsqu'elle travaille pas, c'est que du bénéfice, quoi. Et de produire de l'hydrogène, de la stocker, de la redistribuer sur les réseaux. Mais encore une fois, il faut qu'on ait les réseaux adaptés pour pouvoir transporter l'hydrogène, parce que vous imaginez, ça serait quand même une aberration aujourd'hui qu'on ait des gros lieux de production d'hydrogène et que derrière on la transporte avec des camions diesel. Quoi, oui, voilà. Mais à un moment, il faut faire attention. Quand je parle de coordination et de cohérence sur la filière hydrogène, c'est de ça qu'il faut parler aussi. Et on parle du coup du mix énergétique, ce que disait Madame Agnès Plagne-Berton tout à l'heure. C'est vraiment ça, ce mélange et cette adaptation en fonction des besoins, des usages, de ce qu'on peut produire à un instant T. Donc on a
pointé les différents sujets en termes de baisse de coûts et en tout cas les solutions qui peuvent être apportées. D'un point de vue technologique, je passe la parole à Alain Fontaine, société AECO. Aujourd'hui, vous travaillez sur un composant de la pile à combustible. Alors peut-être rappeler que dans la chaîne de valeur quand même de la production d'hydrogène, d'un côté on a les électrolyseurs et puis de l'autre côté on a la pile à combustible qui est embarquée par exemple dans un véhicule et qui là sert à faire passer de l'hydrogène à l'électricité, alors que le principe est inversé pour l'électrolyse qui va produire l'hydrogène. D'un point de vue technologique, aujourd'hui, comment on peut travailler, comment vous travaillez pour essayer de réduire peut-être les coûts, plus de durabilité dans les composants qui structurent les produits hydrogène. Alors, merci, oui, effectivement. Donc nous, on développe un des composants de la pile. Il y en a deux, la plaque bipolaire, ça c'est notre métier, et la membrane, donc ça c'est une autre industrie. Donc il y a des enjeux majeurs qui sont évidemment liés aux exigences des futurs usages, que ce soit des bus, des trains, peut-être des avions bientôt, on ne sait jamais. Donc les industriels avec qui on échange ont beaucoup de critères à valider, la durée de vie, la légèreté, la performance, et il faut que le composant soit au niveau de leur système. Donc aujourd'hui, nous, on commence à discuter avec certains partenaires industriels pour mettre à jour notre composant. On propose un matériau qui est innovant aujourd'hui dans la pile à combustible. On est les seuls à faire ça en France, peut-être même dans le monde. Mais ça veut dire nouveau, ça ne veut pas dire facile à arriver sur l'application. Ça veut dire il faut aussi accompagner l'intégrateur, le fabricant de piles à accepter ce nouveau matériau, à le prendre en compte et à développer son système avec ses avantages, mais aussi peut-être des fois quelques contraintes. Donc ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est qu'on fait des prototypes, donc on est sur les premières marches de l'industrialisation. On va pouvoir faire des petites séries de plaques, donc de quelques centaines à quelques milliers, donc on va être capable de faire une dizaine de milliers de composants par an d'ici la fin de l'année. On va pouvoir les intégrer dans les prototypes et évoluer faire évoluer nos composants pour répondre au mieux au cahier des charges des industriels. Faut savoir que une pile pour un bus, j'imagine, c'est une centaine de kilowatts. Peut-être on me corrigera là-dessus. Une centaine de kilowatts, ça veut dire, on va dire 500, 600 plaques bipolaires, à quelque chose comme ça. Donc déjà, ça commence à faire ça commence à être conséquent. Donc on est à cette étape-là, on intègre avec des partenaires, on valide, et quand c'est bon, on va passer aux marches d'après. Donc c'est déjà dans les tuyaux, on travaille déjà sur comment produire plus, donc forcément comment faire en sorte que le produit coûte moins cher. Donc c'est en partie en capitalisant sur tout notre R&D, nos développements, figer la recette qui marche bien, et mettre en place derrière les machines et les process pour en faire suffisamment pour proposer des prix attractifs et s'aligner sur les concurrents, les autres composants du marché. Voilà, donc pour faire ça, c'est c'est des volumétries, c'est plusieurs centaines de milliers à faire, à produire d'ici, on va dire, nous dans les projets, on va commencer à faire ça d'ici fin 2023, 2024, 2025. Et plusieurs centaines de milliers, ça va correspondre à peu près peut-être un millier d'usages, parce qu'il faut beaucoup de plaques pour faire une application, donc il faut produire énormément de plaques pour accéder à ces usages-là. Donc c'est ça le projet, et on travaille déjà sur la suite, parce que étant fournisseur de composants, un composant qui est en très forte demande sur les piles, sur les autres technologies liées à l'hydrogène, il faut se projeter à faire des millions de pièces par an pour rester dans la cour et pas perdre le train qui est déjà en marche. Vous expérimentez, donc aujourd'hui vous êtes une start-up, mais vous avez des applications, vous faites des essais, des tests sur
des applications. Lesquelles? Alors, donc on développe beaucoup pour nous, pour apprendre notre matériau. Ça, c'était dès le départ du projet. Il fallait faire un peu son passeport composant pour arriver chez les futurs clients, les futurs partenaires. Depuis à peu près un an, on est dans un consortium avec Delair et Pragma Industries. Donc Delair qui fait des drones, Pragma Industries qui fait déjà des piles à combustible pour de la mobilité très légère. Donc ils sont connus notamment pour leur vélo à hydrogène. Et donc l'objectif, c'est de faire un drone à hydrogène, tout simplement. Donc le projet, c'est on part de la pile Pragma, on remplace le composant qu'ils ont actuellement par notre composant à nous, on réduit la masse du système en conservant les meilleures performances et on l'intègre dans un drone. Donc aujourd'hui, la pile avec nos composants fonctionne. Donc on a un prototype qui tourne chez Pragma qui va servir à finaliser le dimensionnement du drone. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà divisé la masse du système par 2, donc ce qui est super, un critère super important pour le fabricant de drones de l'air. Donc l'année prochaine, Océane, on aura le drone peut-être en démonstration? Alors le projet, c'est effectivement le drone d'école en 2023. Donc peut-être que si les dates correspondent, il sera peut-être ici. Oui. Ouais. Merci Alain. Est-ce que vous avez d'autres éléments qui pourraient venir structurer et cadrer la filière? On a parlé forcément beaucoup des coûts, de la formation. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter? Oui, Paulino. Oui, alors j'ai un élément à ajouter c'est pas une revendication. C'est juste que dans un marché européen, on aimerait bien être égalité. Et actuellement, c'est pas tellement le cas. Pour vendre de l'hydrogène, nous, on est obligé mon métier à moi, c'est vraiment de créer des écosystèmes. Créer des écosystèmes, c'est quoi? C'est d'aller voir les collectivités, c'est d'aller voir tous les collègues stations qui déploient des stations de distribution, c'est discuter avec Safra et de mettre tout le monde autour de la table pour fédérer et d'aller sur un projet de production d'hydrogène. Et pour ça, on sait très bien que l'hydrogène est perfusé aux subventions. C'est un peu comme l'éolien et le photovoltaïque à une époque. Or, quand on regarde nos petits voisins allemands, eh bien, il y a un problème de subventions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Pas les mêmes échelles. Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout les mêmes échelles pour la mobilité hydrogène. Et alors, on a une filiale en Allemagne, donc je suis très, très confortable pour en parler. Et alors, eux sont les rois du monde puisqu'ils arrivent à déployer des bus un peu partout, même des camions. Et sauf que nous, on a un peu de mal parce que c'est vrai que quand on regarde, c'est pas seulement le coût d'un bus ou d'un camion, parce qu'il faut raisonner aussi en TCO, c'est Total Cost Owner, c'est en coût d'utilisation. Là, on n'est plus à 3-4 fois, on est à 50%, 30-50%. Benjamin, je pense qu'il ne me contredira pas, mais c'est à peu près ça. Mais néanmoins, on a besoin d'un peu plus d'investissement de l'État dans nos projets d'écosystème et avoir des subventions qui sont à la hauteur de nos voisins aussi. Aujourd'hui, pour rebondir par rapport à ça, Agnès Pannier-Bertrand ou même au niveau de la région, Benjamin Febvre, vous êtes soutenu par l'État, il y a des projets qui sont financés. Comment ça se passe quand un industriel, par exemple, souhaite investir dans cette filière et en faire partie? Il aura besoin de soutien de la part des territoires, mais aussi de la part de l'État. Et comment il fait concrètement? Qui il va voir et à quoi il peut prétendre? Toutes les entreprises, il n'y a pas de filière et de programme prioritaire. Enfin, d'abord, nous, encore une fois, je vous rappelle la loi, nous, on n'a pas le droit de faire des aides aux entreprises. Donc voilà, le problème est vite réglé. Nous, au niveau de la métropole, j'entends. Donc c'est effectivement, encore une fois, l'État et les régions qui sont en première ligne sur ce sujet. Et après, effectivement, c'est des entreprises qui peuvent bénéficier de programmes d'aide, mais au même titre que toutes les autres. Il n'y a pas forcément de bonus particuliers liés à cette filière, ce qui est effectivement peut-être dommage, puisqu'on est dans une filière naissante qui doit effectivement
atteindre ce basculement de l'effet volume qui va permettre de diminuer les coûts de façon importante. Donc on a tout intérêt à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire à massifier, à faire en sorte qu'on puisse avoir des zones de fabrication d'hydrogène, des équipements de mobilité équipés, achetables sur catalogue, des moyens effectivement permettant à ce réseau de fonctionner. On a en tête certaines villes qui voulaient s'équiper de bus à hydrogène, et quand ils se sont aperçus du coup, ils ont totalement rétropédalé parce que c'est actuellement inaccessible. C'est clair qu'il y a un sujet. Peut-être pour effectivement cet enjeu du coût de la technologie, il est vraiment fort aujourd'hui. Alors c'est pas une fatalité parce qu'on voit ce qui nous a été présenté et finalement il y a des leviers aussi de baisse de ces coûts par l'industrialisation, le sourcing énergétique et aussi la massification des unités de production par électrolyse et l'innovation aussi qui permet de réduire ces coûts. Et dans le cadre de France Relance et France 2030, il y a un soutien français tout de même à cette filière à hauteur de 9 milliards d'euros. Qui permet donc de soutenir la création d'une filière massive de production par électrolyse, le soutien au développement, à la mobilité lourde et intensive, et le soutien à la R&D et au déploiement de la formation. Donc il y a quand même des leviers, et enfin 2 milliards dédiés à la création de champions internationaux, donc les fameux IPCEI pour les projets importants d'intérêt européen commun. Qui sont soutenus également par la France. Donc il y a quand même une enveloppe, on va dire, qui est dédiée à l'hydrogène avec quelques dispositifs qui existent pour soutenir les démonstrateurs, pour soutenir le déploiement d'écosystèmes, comme disait Paulino tout à l'heure, qui sont pilotés par l'ADEME. Et à la région également, on a ce genre de dispositifs qui permettent de soutenir tant le développement que le déploiement de ces technos. Je voulais juste aussi revenir sur l'aspect formation. France 2030 a lancé un AMI qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir. Alors, ce n'est pas propre à l'hydrogène, c'est propre plutôt à toutes ces filières d'avenir structurantes, dont l'hydrogène fait partie, et pour laquelle la région a été lauréat d'un projet qui s'appelle Génération Hydrogène Occitanie, GENIO, et qui est aujourd'hui le premier projet hydrogène soutenu à cette échelle-là et qui a pour but de former en tout point de la région et à tout niveau d'études du collège jusqu'au doctorat sur l'hydrogène. Et donc apporter une coloration hydrogène à l'ensemble de ces formations existantes et pour lesquelles il y a un enjeu vraiment fort parce que ce sont, et ça fait le lien un peu avec les personnes qui sont aujourd'hui et leur métier, parce que ce sont des professions qui sont en tension aujourd'hui et qui nécessitent de gagner en attractivité. L'hydrogène peut aider à ça, pourquoi pas, mais en plus à venir les former en amont dans ces filières de formation pour ne pas que ce soit un coût pour ces structures de former en interne des personnes qui finalement viennent d'autres domaines. Et enfin aussi pour faire le lien sur cette massification et industrialisation de ces technologies hydrogènes, on essaye d'impulser ce sujet à l'échelle de la région d'abord et aussi à l'échelle nationale et européenne. Et on organise, donc c'est le 10 novembre, à la Cité, à Toulouse, donc dans le quartier de Montaudran, un événement sur l'industrialisation de ces technologies hydrogène clés. Donc on fera venir différents lauréats des IPCEI européens, on fera venir différents grands donneurs d'ordre hydrogène pour venir rencontrer finalement l'écosystème de sous-traitants, d'équipementiers, de fonctions services et supports, d'ingénierie, de R&D locale d'Occitanie pour qu'ils puissent se saisir de cette opportunité de diversification de leurs activités. Voilà. Donc le 10 novembre, pour s'inscrire, comme ça c'est les choses pratiques. Très facile, c'est IDEO Day, comme les jours idéaux, sur le site de l'agence ADOC et c'est gratuit. Voilà, donc comme ça permettra en tout cas d'avoir de l'information sur leur métier et comment ils peuvent intégrer cette filière. Exactement, c'est d'abord une session plénière le matin pour expliquer les projets, les contraintes et les besoins en termes d'industrialisation de ces personnes, grands donneurs d'ordre de la filière hydrogène. On abordera aussi le sujet de la formation et l'après-midi des séances de rendez-vous d'affaires B2B pour les faire se rencontrer. Voilà. Eric. Je me permets. Ah oui. J'avais, et en complément avec, parce qu'on parle du prix, oui, du véhicule, de la filière, de la mise en œuvre, toujours ramener ça, et le mot il est vraiment clé, au coût de possession. Le TCO sur la durée de vie du véhicule. Aujourd'hui, un véhicule urbain, transport urbain, chaque réseau en France a des durées qui sont différentes, mais on a un âge moyen de durée de vie qui est à 15 ans. Donc il faut vraiment s'inscrire sur la durée
voir l'impact du prix d'achat du véhicule, du coût de son énergie, et du coup si on compare, là on est sur du comparatif technique et financier, la batterie et l'hydrogène. Aujourd'hui, les générations de piles à hydrogène qui sont sur le marché, elles ont des cibles de fonctionnement, des objectifs et des engagements qui sont pris avec des cyclages autour de 20 000 heures. C'est-à-dire que sur la durée de vie d'un matériel, on ne va changer la pile qu'une seule fois. La pile, le stack, le cœur de pile, aujourd'hui, on peut imaginer, si on prend les prix d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est entre 25 et 30 000 euros qu'on va changer une seule fois sur la durée de vie du véhicule versus un véhicule électrique qui embarque 130 à 150 000 euros de batterie qu'il faudra changer à mi-vie. Donc si on se met un petit peu en amont sur ce coût, qu'on regarde, et c'est important dans le contexte aujourd'hui, on voit au niveau départemental, région, national, on est en train en fait de créer de l'indépendance énergétique et on est en train de réindustrialiser nos départements, nos régions et la France. Au niveau local. Si on raisonne TCO et indépendance énergétique et réindustrialisation, on a vraiment une filière qui, de façon coordonnée, est en train de devenir très performante. On peut garder quelques minutes pour éventuellement accueillir des questions. Pas de questions? Tout était très clair. Mais en tout cas, je remercie nos invités d'avoir participé, d'avoir pu exprimer les projets et puis l'ambition de la filière qui est forte, qui est déjà très bien structurée, avec de forts investissements de la part des territoires, de la part de l'État, comme on l'a dit également. Maintenant, il faut bien flécher effectivement ces investissements-là. Et puis, différents leviers sont possibles, en tout cas pour la pérenniser et avoir des coûts plus abordables que ce que l'on a aujourd'hui. Voilà. Merci à vous.